le shiatsu est une technique qui nous vient du Japon. Elle s'est développée au début du siècle à partir de connaissances qui remontent à 5 millénaires et dont je vais vous présenter quelques principes sommaires avant de voir la pratique d'une relaxation à partir de ces connaissances qui nous viennent donc de l'Orient. Vous pouvez remarquer que le symbole Tao, qui se trouve en haut de ce schéma, représente deux aspects complémentaires. Une polarité qui est plutôt yang, blanche, la couleur du jour, le symbole également du ciel et de l'homme, et une polarité qui est plutôt yin, de couleur noire, le symbole de la nuit, également de la terre et de la femme. Ces deux polarités ont un aspect donc complémentaire et travaillent ensemble pour former ce qu'on appelle le Tao, c'est-à-dire le macrocosme. L'origine étymologique du mot yang correspond à l'adret, le versant éclairé de la montagne, et du yin à l'ubak, le versant sombre de la montagne. Cette technique qui est basée sur l'énergétique, en fait, correspond également à l'esprit occidental. Je vous ai mis deux citations, celle de Voltaire, qui dit que quel est ce fluide inconnu qui vole dans tous les canaux de la vie, dans l'ingénu, en 1767, et également une phrase de Jack London, « Tout se tient dans l'univers, de l'étoile la plus lointaine jusqu'aux myriades d'atomes qui constituent le grain de sable », dans Martin Eden, en 1910. L'étymologie du mot shiatsu correspond à digito pour SHI et pressure pour ATSU. Shiatsu, digito-pressure. Un terme qui a été introduit dans le dictionnaire Larousse, Petit Larousse, page 909, depuis l'édition 1989, une véritable révolution. C'est donc un mot de la langue française commune. Le shiatsu est une technique et un art. Il consiste à faire circuler harmonieusement les énergies le long des méridiens qui parcourent notre corps, pour faire déplacer donc le ki, qui s'écrit en chinois CHI et en japonais KI, donc vous avez le symbole, idéogramme, et qui correspond à la force vitale dont parlait Voltaire. C'est une tradition qui donc remonte à 5 millénaires et qui est basée sur la physiologie énergétique orientale. Elle consiste à effectuer des pressions rythmées par la respiration sur les tsubo, c'est-à-dire les points vitaux du corps, qui sont des clés secrètes et révélatrices également de notre corps. Je vous présente un schéma qui vous permet de comprendre comment on va manager cette pression sur ces points. Ce schéma, vous le trouverez nulle part ailleurs. En ordonnée se trouvent les pressions, en abscisse, le temps qui passe. Lorsque le patient ou le client va expirer, lorsque l'air sort des poumons, en frottant contre l'arrière-gorge, comme l'énergie prana du souffle en yoga, le praticien, qui peut être un kinésithérapeute, ou une sage-femme, une infirmière, une esthéticienne ou un relaxologue, un psychomotricien ou d'autres professions paramédicales ou médicales, va monter sa pression progressivement du début de l'expire jusqu'à la fin de l'expire, jusqu'à un certain niveau que seule la pratique va permettre d'atteindre d'une manière idéale. Il ne faudra jamais franchir le niveau de pression douloureuse qui est la ligne frontière, juste en deçà de laquelle on se place. Le plus près possible cependant, epsilon, en dessous de ce niveau. Ensuite, le praticien ou la praticienne va devoir maintenir un plateau de pression constante pendant toute la durée de l'apnée expiratoire lorsque les poumons sont vides et indiquer à la personne d'attendre que le besoin d'inspirer revienne, A, B, R, sur le schéma. Ensuite, lorsque la personne va inspirer, le praticien va relâcher progressivement sa pression et ramener donc au niveau zéro, en même temps qu'il va se déplacer au point suivant sur la même ligne d'énergie du méridien. Et lors de la prochaine expiration, une nouvelle pression pourra être mise en place, soit sur le même point, si on doit répéter la manœuvre 3 fois de suite, soit sur le point suivant du méridien. Pour situer les choses d'une manière simple, au centre
de notre carte se trouve la Terre qui tourne, qui est au centre de toute chose, et qui va être une énergie d'harmonisation, comme le montre le schéma central. À l'est, l'énergie positive du soleil levant va être symbolisée par un mouvement vers le haut. Il est 6 heures du matin. À midi, l'énergie sera maximum. C'est un mouvement de superficialisation de l'énergie qui va correspondre au sud. Et ensuite, ces deux mouvements qui étaient plutôt yang vont faire suite deux mouvements plutôt yin. À l'ouest, à 18 heures, un mouvement de ramassage de l'énergie sur elle-même en fin de journée. Et le soir, la nuit, à minuit, un mouvement de concentration maximum de l'énergie. Et à partir de ces 4 points cardinaux qui situent le modèle spatial de la physiologie énergétique, on va pouvoir déduire tout le reste de cette théorie sur laquelle est basé le shiatsu et la physiologie énergétique. Bien qu'il s'agisse d'un modèle spatial et statique, on peut déjà, à partir de ce premier schéma, mettre en place des biorhythmes circadiens et circadiens. Circadiens autour de la journée, 6 heures au matin, 12 heures à midi, 18 heures l'après-midi et minuit, 24 heures la nuit. Mais également un rythme circadien tout autour de l'année. Le matin de l'année sera le printemps, puis le midi de l'année sera l'été, l'après-midi de l'année sera l'automne, et la nuit de l'année sera l'hiver. On verra qu'à ce moment-là, il y a une difficulté à passer brutalement de l'énergie plutôt yang à l'énergie plutôt yin, et il faudra un tampon de modération. C'est pourquoi que la Terre va être positionnée dans la journée entre la zone qui est plutôt yin, plutôt yang, et la zone qui est plutôt yin. C'est-à-dire à 15 heures, entre midi et 18 heures. On appellera donc cette heure l'heure précieuse, qui se situera exactement entre 14 heures et 15 heures, avec son acmé à 15 heures. Mais il y aura également 3 autres heures précieuses, à 21 heures, à 3 heures du matin et à 9 heures, qui serviront de tampon modérateur entre chaque passage d'énergie. On peut représenter également d'une manière plus abstraite ces 4 mouvements énergétiques, ces 4 points cardinaux, par les symboles du Yiking. Le matin, lorsque l'énergie monte, le yin se trouve à l'intérieur du yang. Puis, à midi, l'énergie est yang maximum. L'après-midi, on voit que le yang, symbolisé par un trait continu, se trouve à l'intérieur du yin, pénètre à l'intérieur du yin, qui lui-même est représenté par 2 traits discontinus. Et la nuit, l'énergie est yin maximum, 3 traits discontinus. On peut faire même des modèles informatiques qui permettront d'expliquer toute la suite de cette théorie. C'est un modèle qui est à la fois basé sur des symboles et à la fois sur une logique mathématique. Lorsque on veut aller plus loin dans les biorhythmes, on peut voir la vie entière d'une personne, et le matin de cette personne sera sa naissance, le midi de cette personne sera son adolescence, l'après-midi de cette personne sera la vieillesse, le 3e âge, et l'hiver de cette personne, ou la nuit de cette personne, sera la mort, symbole de renaissance. Les espèces qui nous ont précédés ont permis à l'évolution de se mettre en place. Les dinosaures ont laissé la place aux mammifères, et parmi les mammifères est apparu l'homme. Cette énergie centrale d'harmonisation, lorsque on se situe dans le rythme circadien, c'est une 5e saison, l'intersaison qu'on appelle parfois l'été indien, et qui a toute sa place entre l'été et l'automne, à la fin de l'été. Lorsque on veut plaquer ce modèle sur l'être vivant, on verra que le mouvement vers le haut correspondra au foie, que le mouvement de superficialisation de l'énergie correspondra au cœur, que le mouvement de ramassage correspondra au poumon, et que le mouvement de concentration correspondra au rein, à l'intérieur du cercle, dans l'aspect plutôt yin. De même, à l'extérieur du cercle, dans l'aspect plutôt yang, vous aurez la vésicule biliaire avec le bois, l'intestin grêle avec le feu, le gros intestin avec le métal, et la vessie avec l'eau. Et cette énergie de la Terre, qui est passée du centre comme modérateur entre le feu et le métal, va se situer à ce niveau-là donc du cercle,
où intervient à ce moment-là la dynamique 5 élémentaire, les 5 mouvements. On passe du modèle spatial statique au modèle temporel dynamique. Et dans son aspect yin, la Terre va correspondre à la rate et au pancréas, qui sont deux organes harmonisateurs, la rate harmonisant l'énergie du sang et le pancréas favorisant une digestion harmonieuse des aliments, qui sont en quelque sorte du soleil mis en boîte grâce à la photosynthèse et aux animaux qui mangent les plantes. Ce schéma qui représente le maximum de l'énergie des organes que je viens de citer au cours de la journée montre de 3 heures à 8 heures avec l'acmé à 6 heures l'énergie du foie, puis une heure précieuse entre 8 heures et 9 heures, de 9 heures à 14 heures l'énergie du cœur avec l'acmé à midi, de 14 heures à 15 heures l'heure précieuse principale, de 15 heures à 20 heures l'énergie du métal avec l'acmé à 18 heures qui correspond au poumon, de 20 heures à 21 heures l'heure précieuse qui va intervenir avant l'eau qui correspond au rein de 21 heures à 2 heures du matin, une dernière heure précieuse de 2 heures à 3 heures, et le cycle recommence indéfiniment depuis la naissance, donc depuis le premier cri, jusqu'au dernier sursaut, au dernier soupir, sous forme d'une spirale, un peu comme la Terre tourne en spirale autour du Soleil. Pour que ce schéma d'énergie ne reste pas abstrait, on va pouvoir placer quelques notions complémentaires pour pouvoir l'utiliser pratiquement dans une pratique quotidienne. Les tissus cibles correspondant à ces éléments, le bois, vont être les muscles et les tendons, gérés par l'énergie donc du foie et de la vésicule biliaire. Puis, au niveau du feu, va correspondre le sang et les artères, gérés par l'énergie du cœur. Au niveau de la terre, va correspondre le tissu conjonctif, qu'on appelle parfois également la chair. Au niveau du métal, géré par le poumon, va correspondre la peau et les phanères. Et au niveau de l'eau, va correspondre le tissu osseux, l'eau étant gérée par le rein. On peut également utiliser cette nomenclature pour une diététique basée sur les 5 éléments, sur une harmonisation des énergies de ce qu'on mange, en jouant sur les saveurs et les odeurs. Au bois correspondra à la saveur acide, au feu la saveur amère, à la terre la saveur sucrée, au métal la saveur piquante et à l'eau la saveur salée. Et les odeurs sont également importantes puisqu'elles vont permettre également de favoriser l'organolepsie des personnes donc, qui renouvellent leur énergie trophique par les aliments et bien sûr par la respiration. Odeur rance avec le bois, odeur brûlée avec le feu, odeur douceâtre avec l'énergie de la terre, odeur âcre avec l'énergie du métal et odeur pourrie au sens énergétique du terme avec l'énergie de l'eau. Nous allons aller plus loin dans l'explication des possibilités d'utilisation de cette physiologie énergétique. Sur ce nouveau schéma, nous allons mettre en place les différentes énergies. Avec l'énergie du bois, va correspondre plusieurs aspects psychologiques appelés génériquement Hun, H-U-N. Au niveau du tempérament et des sentiments, il s'agira de la colère. Au niveau du comportement, des cris. Au niveau de l'intellect, de l'imagination et des inhibitions acquises, socio-culturelles. Au niveau de l'affect et d'émotivité, l'agressivité et l'irritabilité. Et au plan des névroses, il s'agira de la névrose hystérique. On va reprendre ce schéma pour chacune des 5 énergies. Avec l'énergie du feu, qui s'appellera Shen au plan psychologique, interviendra donc l'euphorie et la joie, puis les rires, au niveau donc comportemental, la prise de conscience et la corticalisation au niveau de l'intellect, et la sensibilité et l'émotivité exacerbée
au niveau de l'affect et de l'émotivité. Et enfin, au niveau de la névrose, il s'agira de la névrose relationnelle. Pour l'élémentaire, interviendront donc la réflexion, puis les chants, le raisonnement basé sur la mémoire, la rumination et l'obsession, et la névrose obsessionnelle. Au niveau de l'élément métal, qui s'appelle peau, viendra la tristesse et les pleurs, les pulsions et les inhibitions indirectes, l'intériorisation et l'introversion, et la névrose d'angoisse. Le cinquième élément s'appellera ZI, Z-H-I, et gérera la peur, les soupirs, la décision et la volonté, la crainte, et au niveau de la névrose phobique. Pour résumer, le Hun sera géré au niveau pratique par le 52e point du méridien de la vessie, qu'on verra dans l'enchaînement du dos, le Shen par le 49e point, le Yi, qui gère la terre, donc, par le 47 vessie, le Po par le 42 vessie, et le Zi, l'énergie de l'eau, par le 44 vessie. Lorsque on veut montrer ce qui se passe pendant le shiatsu, au niveau d'une personne symbolisée par une sphère, le microcosme en quelque sorte, qui est le pendant du Tao qui est le macrocosme, le petit monde intérieur, il y a parfois des zones de tension, facilement détectables à la surface du corps, par exemple au niveau des muscles trapèzes ou le long des muscles paravertébraux, là où souvent les stress de la vie, tant psychologique que physique, viennent se cacher, et dans d'autres endroits, bien entendu. Il y aura comme une bosse, une plénitude d'énergie, qu'on appellera un jitsu, J-I-T-S-U. Au niveau complémentaire, il sera beaucoup plus difficile de découvrir des zones de vide, de manque d'énergie, qu'on appelle des kyo, K-Y-O. Et souvent, dans le shiatsu de base, il est plus facile de disperser les trop-pleins d'énergie, alors que de tonifier les vides, demande une plus longue expérience. Et pourtant, il est plus important d'aller d'abord remplir les vides, un peu comme un cratère d'un volcan qui serait rempli par la lave, par une technique de tonification, en apportant donc de la chaleur et du magnétisme humain à la zone en question, soit avec les pouces, soit avec les paumes, soit avec d'autres parties du corps éventuellement, lorsqu'on veut augmenter le niveau de travail, par exemple la pointe du coude, voire même les pieds. Dans le cas du jitsu, le praticien devra donc disperser le trop-plein afin d'obtenir un effet sédatif, une sédation, qui sera donc beaucoup plus facile à obtenir lorsqu'on aura au préalable obtenu une tonification des kyo, qui sont souvent en parallèle, en opposition à différentes parties du corps. Il faudra voir que, également, dans les méridiens, certains points permettent d'obtenir une harmonisation de l'énergie. Certains points vont dans le sens de la tonification, d'autres dans le sens de la dispersion, et d'autres permettent à l'énergie de choisir le sens où elle veut aller, et cela d'autant plus qu'on les combine avec un point de tonification ou un point de dispersion. Le shiatsu consiste donc en des pressions, mais également en des manœuvres complémentaires, simples, qui sont par exemple des étirements, des articulations, des mobilisations, à type de rotation ou de flexion, des bercements, et également des brossages énergétiques le long des lignes d'énergie dont on parlait plus tôt, qui vont catalyser, donc toutes ces techniques qui vont catalyser le pouvoir d'auto-guérison qui se trouve en chacun de nous. Car le shiatsu peut être résumé d'une phrase très simple, c'est le mouvement de la main qui se pose là où on a mal. Il y a donc un côté très intuitif à cette technique, qui est basée bien sûr sur une connaissance précise des méridiens et des points énergétiques, sur une connaissance précise de la physiologie énergétique qui permet de travailler avec ces points, mais
une fois que le praticien ou la praticienne se trouve confronté au point en question, c'est là que toute la théorie s'oublie, c'est là que l'intuition, c'est là que le côté humain et l'aspect magnétique qui nous est tous imparti à notre naissance, mais qui va se développer au cours de notre pratique médicale ou paramédicale, va être mis en valeur pour entrer dans une communication à deux entre le microcosme du patient ou du client et le microcosme du praticien pour obtenir une fusion entre les deux partenaires, en quelque sorte, basée bien entendu d'une part sur la respiration profonde, qui va s'harmoniser, un peu comme s'il y avait une osmose entre les deux personnes, mais à un niveau aussi plus subtil, plus énergétique, basé sur ces connaissances que je suis en train de vous expliquer maintenant. Le microcosme de l'individu unique, qui correspond à une combinaison de l'énergie yin qui vient de l'intérieur et de l'énergie yang qui vient de l'extérieur, va permettre, grâce à cet échange d'énergie permanent, aux praticiens en shiatsu, qu'on appelle un shiatsushi, de régulariser justement ces deux flux d'énergie à la surface du corps, afin d'obtenir une vie équilibrée, harmonieuse, qui nécessite une bonne communication entre l'intérieur et l'extérieur. Une complémentarité des polarités yin et yang qui travaillent ensemble. En shiatsu, la main qui travaille, qu'on appelle parfois, entre guillemets, le commis voyageur, s'apparente au yang. Et la main qui est passive, statique, on l'appelle parfois également la main mère. Elle s'apparente au yin. Ces deux mains donc vont pouvoir conjuguer leur travail grâce au poids du corps du praticien qui est centré sur son hara, comme dans les autres arts martiaux. Le shiatsu pouvant s'appeler d'ailleurs parfois le shiatsudo, comme le judo. Shiatsudo, c'est la voie de la pression par les pouces afin de lutter contre les déséquilibres de l'énergie. À l'origine se trouvait l'énergie principielle, qui a engendré les énergies fondamentales yin, qui ont donné donc des déterminants cycliques endogènes yin, dont les deux énergies fondamentales principales données à la naissance une fois pour toutes sont l'énergie héréditaire, ancestrale, qu'on appelle programmation-régulation, et l'énergie psychique et informatrice qui correspond aux neurones. Et dans le versant des énergies fondamentales yang, qui va donner les déterminants cycliques exogènes, plutôt yang, qui vont correspondre en fait aux saisons qui impactent la Terre en fonction de sa place autour du Soleil, tout autour de l'année, donc des saisons, vont intervenir les 6 énergies qui ont donné leur nom aux méridiens, qui sont les énergies modulatrices exogènes Tai-Yang, Yang maximum, Shao-Yang, début du Yang, Yang-Ming, fin du Yang, et les 3 énergies Yin, Tai-Yin, Yin maximum, Xue-Yin, fin du Yin, et Shao-Yin, début du Yin, qui se situent sur ce schéma comme 2 vagues, Shao-Tai-Ming et Shao-Tai-Xue pour l'aspect Yin. Les 4 énergies peuvent être placées de la plus fondamentale, qui est l'énergie programmation-régulation Zong, Z-H-O-N, ancestrale, qui est en fait nos chromosomes, nos ADN, notre message génétique, qui va induire le nombre de nos neurones, qui va donner l'énergie psychique et informatrice. Ces 2 énergies sont données à la naissance et vont être protégées par des énergies, elles, renouvelables, qui sont l'énergie trophique de la respiration, qui est le comburant, et l'énergie trophique de l'alimentation, qui est le carburant, qui, comme je le disais tout à l'heure, correspond à du soleil, en quelque sorte, mis en boîte. Plus de soleil, plus de vie sur Terre. Et cette énergie trophique protège l'énergie psychique et l'énergie ancestrale, et elle-même sécrète l'énergie de défense qui protège la surface de notre corps, le long de ces lignes méridiennes qui semblables, en quelque sorte, à des solénoïdes, des agressions du monde extérieur. Ces 6 niveaux d'énergie correspondent à l'eau, pour le plus superficiel, qui est la vessie, notamment, et l'intestin grêle, qui se trouvent de part et d'autre du sacrum et qui sont vraiment notre premier rempart par rapport aux agressions du monde extérieur, donc anti-stress. Puis le niveau du feu ministériel, qui est un feu qui va compléter l'énergie du cœur, le métal, la terre, le bois, et l'énergie du feu impérial qui correspond au cœur et au rein, et qui peuvent être également considérées comme 6 modalités circulatoires qu'impactent les saisons en fonction de l'organe dans lequel
elles viennent pénétrer. Une énergie de grande accélération, une énergie de petite accélération, une énergie de décélération, petite, une énergie d'harmonisation, la Terre comme toujours, une énergie de petit à coup comme des coups de vent, et une énergie de grande décélération. De grande accélération. Les 6 énergies du milieu ambiant, donc de l'environnement, modulent dans le sens soit d'une activation, soit d'une limitation, les fonctions énergétiques du corps. Les perturbations des 4 énergies endogènes déterminent des manifestations pathologiques d'origine interne, alors que les perturbations de l'énergie modulatrice exogène déterminent des manifestations pathologiques d'origine externe. Quand une ou plusieurs de ces 6 formes dépassent certains seuils limites, supérieurs ou inférieurs, d'intensité, ou que son cycle évolutif chronologique est légèrement décalé, déréglé, devenant pathogène, ces énergies sont alors nommées perverses et elles envahissent l'organisme. Chacune des 6 énergies, bois, gérant la défense, feu, gérant l'énergie psychique et informatrice, terre, gérant l'énergie trophique, métal, gérant les énergies modulatrices exogènes, c'est le poumon qui ramasse le cosmos 12 fois par minute, toutes les 5 secondes, et l'eau qui gère l'énergie ancestrale, héréditaire, comporte 5 formes adaptées plus spécifiquement à chaque loge énergétique. Par exemple, pour l'énergie trophique, donc l'énergie des aliments, il y aura une forme plus utilisable spécifiquement par le tissu musculaire, géré par le bois, une forme plus utilisable par le sang, géré par le feu, une autre par le tissu conjonctif, géré par la rate et le pancréas, puis une autre pour l'épithélium et les endothéliums, gérés par le métal et le poumon, et enfin le tissu osseux, qui lui sera géré par l'eau et le rein. L'énergie modulatrice exogène tend à forcer l'organisme à s'adapter aux conditions du milieu, génératrice d'un déséquilibre favorable à condition qu'il ne dépasse pas certaines limites, comme indiqué précédemment, son action exogène engendrant une réaction endogène. L'énergie modulatrice exogène représente donc un facteur essentiel à la vie. C'est un peu lui qui va impulser la vie à l'intérieur de nos lignes d'énergie et de nos organes. Les 4 énergies endogènes visent à maintenir la négantropie, c'est le contraire de l'entropie, donc du désordre, du système vivant qui le caractérise, autorégulé. Et la 5e énergie tend à introduire dans l'organisme des éléments à activité anthropique, donc de désordre. L'entropie a été démontrée scientifiquement comme étant là où va le monde, et la vie étant un mouvement en opposition à cette tendance générale, donc une activité anthropique favorable dans les limites physiologiques, mais se transformant en une agression quand elles sont déréglées. Pour conclure, voici quelques petits schémas simplifiés pour résumer. Le noyau central qui se trouve à l'intérieur du tronc, avec les 5 mouvements énergétiques et les 2 lois d'engendrement de l'énergie, chaque élément engendrant le suivant. Le bois engendrant le feu, qui engendre la terre, qui engendre le métal, qui engendre l'eau. Et également une loi de modération, d'inhibition directe, où chaque élément va modérer, dominer celui qui le suit en second. Le bois épuisant la terre endiguant l'eau, l'eau éteignant le feu fondant le métal, et le métal fendant le bois à son tour, et ainsi de suite. Et ces 2 polarités complémentaires vont permettre un équilibre énergétique harmonieux à l'intérieur du corps. Les méridiens terrestres se trouvent à l'intérieur du corps et vont de la terre vers le ciel, alors que les méridiens célestes se trouvent à l'extérieur du corps et vont du ciel vers la terre. Le tronc peut être schématisé par les 3 marmites, c'est-à-dire les 3 réchauffeurs, avec le cœur et les 2 poumons, l'estomac, le pancréas et la rate, le foie et les 2 reins, avec 6 méridiens de part et d'autre, 3 yin et 3 yang, qui nous protègent donc des agressions du monde extérieur, l'oxygène qui intervient au niveau des poumons, les aliments qui interviennent au niveau de l'estomac, qui commence au niveau des lèvres, puis des dents, de la langue, du pharynx, de l'œsophage et de l'estomac proprement dit, passant dans le canal interne, étant géré à la fois par le foie et les reins, étant expédié vers le poumon, qui l'envoie dans le grand rythme circadien des méridiens, cette fois à 3 heures du matin, pour que chaque méridien
atteignent son apogée, son acmé énergétique de 2 heures en 2 heures. Le poumon envoie l'énergie à 3 heures du matin, de 3 heures à 5 heures, qui ensuite va passer de 5 heures à 7 heures dans le gros intestin, de 7 heures à 9 heures dans l'estomac, de 9 heures à 11 heures dans la rate pancréas, de 11 heures à 13 heures au niveau du cœur, toujours en référence maximum au sommet, de 13 heures à 15 heures au niveau de l'intestin grêle, de 15 heures à 17 heures de la vessie, de 17 heures à 19 heures des reins, de 19 heures à 21 heures du maître du cœur, de 21 heures à 23 heures du triple réchauffeur, de 23 heures à 1 heure du matin au niveau de la vésicule biliaire, et de 1 heure du matin à 3 heures au niveau, enfin, du foie. Ce qui permet d'obtenir la troisième loi, midi-minuit, entre, par exemple, le cœur à midi et la vésicule biliaire à midi. Lorsqu'on disperse la vésicule biliaire, on va entraîner une tonification du cœur, et réciproquement. Les 5 mouvements et les 5 énergies vont être également modulés et harmonisés par le maître du cœur qui va intervenir au niveau de l'épargne de l'énergie sur les 5 cloches énergétiques, et au niveau du maître du triple réchauffeur qui lui va inciter à la dépense énergétique à l'extérieur du cercle sur les 5 cloches, l'ensemble des deux pouvant être rapproché du système sympathique pour le triple réchauffeur et parasympathique pour le maître du cœur, se conjuguant harmonieusement. Ces 6 énergies se situent également au sommet de 2 triangles complémentaires. Un triangle céleste pointe en haut comme une pyramide et un triangle terrestre pointe en bas qui passe comme un coin à l'intérieur d'une bûche, formant une étoile à 6 branches avec 2 à 2 les 12 méridiens que nous venons de voir dans le rythme circadien. Puis, enfin, ces 5 éléments vont gérer à la fois ce type d'énergie sur chacun des méridiens selon les points chou antiques qui correspondent au bois, au métal, au feu, à la terre, au métal encore et à l'eau. En conclusion, le shiatsu regroupe diverses techniques complémentaires telles que le zen shiatsu, la digitopressure, l'aku-yoga et le shiatsu prénatal. L'action du shiatsu est remarquable, notamment pour prévenir ou soulager maux de tête, lombalgie, mal au dos, jambes lourdes, constipation, insomnie, fatigue, stress ou encore d'autres maux de la vie quotidienne. Le shiatsu vise donc à rééquilibrer le corps et l'esprit et procure détente et dynamisme. Et Platon ne disait-il pas, pour revenir à notre pensée philosophique occidentale, il y a 25 siècles, en 385 avant Jésus-Christ dans le banquet, l'habile médecin est celui qui sait établir l'harmonie entre les contraires. Le shiatsu prénatal, que nous allons vous présenter maintenant, est une technique qui s'adresse bien entendu aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux infirmières, voire à d'autres professions médicales et paramédicales, mais avant tout au papa du bébé. C'est-à-dire que vous saurez non seulement pratiquer cet enchaînement simple qui va vous être présenté, mais également l'enseigner au papa du futur bébé. Il faut bien entendu indiquer qu'il y a des points interdits à ne pas faire dans cet enchaînement lorsque on veut donner une bonne relaxation à la future maman. Il y en a 3 qui sont contre-indiqués absolument. C'est le 6 rate pancréas, là où les 3 méridiens yin se rencontrent, qui doit ne jamais être fait, en particulier dans les 3-4 premiers mois, et même éviter jusqu'au 6e mois. Le 4 vaisseau-conception, qui se trouve 4 travers de doigts sous le nombril, qui est un point qui mobilise le sang de l'abdomen, et le 4 gros intestin, qui est le point rhoé de la tête, et qui peut même entraîner pratiquement une anesthésie, voire une paralysie de la partie supérieure du corps lors des 3 premiers mois. Ces 3 points peuvent avoir un effet abortif. Ne jamais les faire sur une femme enceinte, sauf certains d'entre eux lors de l'accouchement, comme on le verra par la suite. Il faut également se méfier du 36 estomac qui se trouve en dessous du genou, du 21 vésicule biliaire qui se trouve au niveau des trapèzes et qui peut parfois entraîner un évanouissement chez une femme enceinte, qui pourrait dans ce cas
être récupéré en partie par le point qui se trouve au-dessus de la lèvre supérieure du vaisseau gouverneur. Le 34 vésicule biliaire, qui se trouve sous le genou à l'extérieur, et qui est le point rhoé des muscles, et qui pourrait éventuellement entraîner une contraction utérine. Le 2 gros intestins, qui se trouve au niveau du doigt, qui est un point froid du méridien. Le 6 reins, au niveau de la malléole interne. Le 60 vessie en arrière de la malléole externe. Et le 67 vessie à l'extrémité du 5e orteil, à l'extrémité du méridien de la vessie. En général, il faut être très prudent lorsqu'on pratique le shiatsu avec une femme enceinte. Quelques indications de ce massage simplifié. Au niveau du cou, l'intérêt sera de lutter contre la nervosité, les maux de tête, les nausées. Au niveau du sacrum, c'est-à-dire les dernières vertèbres soudées en bas de la colonne vertébrale, on pourra gérer d'éventuelles insomnies, des nausées de nouveau, des problèmes de lombalgie, c'est-à-dire des douleurs au niveau de la base du dos. Et ces points sont parfois appelés, entre guillemets, lavage de cerveau, notamment au niveau des trous sacrés, et peuvent avoir un intérêt important dans la préparation au travail lors des 6e, 7e, 8e mois, en les pratiquant une fois par semaine, donc le papa du bébé par exemple, par une pression forte au niveau du sacrum, sur les trous sacrés, avec une main en miroir qui va maintenir en douceur le ventre, sur la partie antérieure du corps. Et durant le travail, ces points pourront être stimulés d'une manière beaucoup plus importante, soutenue, avec les jointures des doigts des mains, voire même les coudes. Au niveau des cuisses, il convient de ne pas presser le point qui se trouve au milieu de la face externe, le 31 vésicule biliaire, qui est très sensible. Il faudra donc doser le toucher à ce niveau-là de l'enchaînement. Au niveau des pieds, il existe un point très important pour l'accouchement, que j'ai cité dans les points interdits pendant la grossesse, c'est le 67 vessie. Il faudra le presser, le frotter, et également le pincer. Les mouvements de rotation de la tête dans la seconde partie de l'enchaînement, en position sur le dos, permettra de lutter contre les maux de tête, l'insomnie et les nausées. Et lors de la naissance, le cisrate pancréas sera un point merveilleux pour faciliter le passage du bébé. Et on pourra également le stimuler par une moxibustion, si par exemple la sage-femme connaît les techniques d'acupuncture et de chauffage des points avec un bâton de moxa. Au niveau du cou, en décubitus dorsal, c'est-à-dire la personne allongée sur le dos, jambes pliées, on pourra prévenir et soulager les lombalgies par un vibrato des doigts au niveau de la ligne du Joko, J-O-K-O en 2 mots, qui se trouve sous l'occiput, sous le crâne, en stimulant le 20 vésicule biliaire sous la mastoïde de l'oreille et le 10 vessie de part et d'autre de la première cervicale sous le trou occipital, qui sont des points fenêtres du ciel. Et durant le travail, en cas de nervosité, un étirement et si nécessaire une vibration douce après imposition des mains sur les yeux au préalable pour régulariser le rythme cardiaque. Pendant le travail proprement dit, en position assise, jambes pliées, on pressera en diagonale le 20 vésicule biliaire qui se trouve à l'intersection de l'épaule et du cou, au niveau du muscle trapèze, et le cisrate pancréas qui se trouve 4 travers de doigts au-dessus de la malléole interne, là où les 3 méridiens yin se rencontrent simultanément. On pressera ces points très fortement avec les majeurs, les deux côtés en même temps, avec l'aide du papa du bébé. Par exemple, la sage-femme d'un côté et le papa du bébé de l'autre côté. On demandera à la future maman d'inspirer, puis une expiration lente, d'inspirer de nouveau. On poussera en se penchant avec le poids du corps, bien centré sur son hara. On maintiendra la pression et enfin, lors de l'expiration lente, on relâchera progressivement. En cas de douleur lors de la poussée et du maintien, il faudra presser très fortement le cisrate pancréas, puis aller au 20 vésicule biliaire et presser le cisrate pancréas et le 20 vésicule biliaire simultanément.
Une semaine avant l'accouchement, il pourra être pratiqué des moxa au niveau du 67 vessie, c'est-à-dire chauffer ce point, pendant environ 10 à 15 minutes. Et on demandera au papa du bébé de pincer ce point qui se trouve à l'extrémité du 5e orteil, à l'extérieur de l'ongle, de la lunule de l'ongle. On le stimulera également avec l'ongle du pouce, et la stimulation de ce point va permettre d'ouvrir et de relaxer. L'étape finale de l'accouchement, le 67 vessie et le 20 vésicule biliaire qui se trouvent derrière la mastoïde, en haut du cou, derrière l'oreille, devront être stimulés fortement simultanément afin d'aider à relaxer les muscles cervicaux, ce qui facilite l'ouverture. Le 21 vésicule biliaire qui se trouve à la jonction du trapèze scapulaire au niveau de l'épaule et cervical au niveau du cou, le 6 rate pancréas et le 67 vessie ne devront jamais être pratiqués avant 6 mois de terme de grossesse, donc pas avant le 3e trimestre. En cas d'accouchement prolongé, les points 31, 32, 33 et 34 vessie pourront être stimulés fortement avec les jointures, voire le coude, avec un vibrato, c'est-à-dire une tétanisation des muscles du bras et de l'avant-bras, et seront efficaces également en cas de douleur antérieure. Cette technique donc s'adresse à la fois aux praticiens médicaux et paramédicaux de santé, mais surtout dans l'idée qu'ils transmettent à leur tour cet enchaînement simple, qui est surtout en position latérale, mais également pendant un temps plus court en position allongée sur le dos, jambes pliées, et enfin en position assise, au papa du bébé, afin à la fois de favoriser une harmonie entre le père et la mère, et le bébé qui en quelque sorte est le Tao, le yin et le yang réunis entre la maman et le papa. Et grâce à ces techniques familiales, peut-être permettre à terme d'améliorer les relations au niveau de la société. Des études aux États-Unis commencent à être faites dans ce sens pour montrer que le niveau de violence de la société pourrait progressivement diminuer si le massage, le shiatsu, des techniques de relaxation étaient pratiqués dès avant la naissance, pendant la vie du bébé, pendant la vie des adultes et jusqu'au 3e âge. Et maintenant, nous allons passer à la pratique de cet enchaînement du shiatsu prénatal. Nous allons vous présenter maintenant le shiatsu prénatal, qui peut être donné par le praticien ou la praticienne ou le papa du futur bébé à la maman, en position allongée d'abord sur le côté gauche, en plaçant un genou à terre et un genou relevé. Vous venez placer vos mains sur l'épaule, vous demandez une inspiration profonde à la future maman et avec l'expire, vous étirez jusqu'au maximum possible, sans aller bien entendu jusqu'à la douleur. Quand l'inspire revient, vous relâchez progressivement et vous commencez à faire une rotation de l'épaule. En soutenant l'épaule avec votre main gauche et le coude avec votre main droite. 3 rotations qui vont servir de refrain pendant l'enchaînement du massage. Puis vous allez venir soutenir l'épaule par en dessous le bras et venir presser le méridien de la vésicule biliaire derrière la mastoïde, l'os qui est derrière l'oreille. Et sur l'expire, vous étirez le cou et vous pressez sur le point. Puis vous descendez le long de la ligne d'énergie du méridien en étirant et en pressant, à chaque fois en maintenant la pression sur l'expire et en relâchant sur l'inspiration. Si vous sentez une zone un peu plus tendue, vous pouvez rester plus longtemps dans cette zone jusqu'à ce que la personne inspire de nouveau. Et vous pouvez répéter plusieurs fois
les pressions au niveau du cou à 2, voire 3 reprises, en suivant toujours tranquillement le rythme de la respiration de la patiente. Vous reprenez à chaque fois la rotation de l'épaule qui va servir d'évaluation de la relaxation de la personne qui reçoit le shiatsu prénatal. Vous inversez votre posture en venant poser le bras sur votre aisselle, sur votre aine, et vous venez presser avec vos pouces derrière l'omoplate en longeant le bord interne avec le pouce gauche et en prenant le relais avec le pouce droit. Vous descendez ensuite le long des muscles paravertébraux qui longent la colonne vertébrale. Et lorsque vous arrivez au niveau de la pointe de l'omoplate, au niveau de la 8e vertèbre thoracique, vous ne pressez pas. Vous reprenez les pressions à partir de la 9e vertèbre dorsale ou thoracique, donc après le point d'équilibre du dos. Et vous descendez en suivant la respiration de la patiente jusqu'au bas du dos. Vous reprenez la rotation de l'épaule. Et vous allez venir soutenir le ventre en écartant légèrement le coussin, en plaçant une main au niveau du ventre et une main au niveau du dos. Le massage prénatal s'adresse bien sûr à la maman, mais également au futur bébé qui est à l'écoute de l'expérience. Il entend les bruits et les sons du monde extérieur et ressent le toucher à travers l'utérus et le ventre de sa maman. La pression est moyenne au niveau des muscles paravertébraux le long des vertèbres et douce en soutien seulement au niveau de la face antérieure du corps. Là également, vous pouvez, comme pour les autres mouvements, répéter plusieurs fois l'enchaînement à la demande en cas de douleur ou de gêne. Vous insistez particulièrement sur les muscles qui se trouvent en arrière du sacrum, là où les vertèbres sont soudées, les vertèbres sacrées sont soudées, ce qui a un effet préventif, notamment au niveau des lombalgies et de l'insomnie. Puis vous replacez le coussin en soutien du ventre, vous replacez le bras vers l'avant et vous allez venir travailler sur le côté du corps avec les deux mains superposées. Le long de l'énergie de la vésicule biliaire, là où parfois peuvent se situer des douleurs latérales. Les mains étant positionnées l'une au-dessus de l'autre, comme une main de géant. Vous allez ensuite venir placer votre main au niveau de l'articulation coxo-fémorale, au niveau du 30 vésicule biliaire, et descendre le long de la face externe de la cuisse jusqu'au genou, en suivant
le rythme respiratoire de la maman. Après le premier passage qui sert de repérage, vous faites un travail avec les pouces, en faisant attention de ne pas presser lorsque vous arrivez au milieu de la cuisse, là où se trouve le 31 vésicule biliaire, qui est un point très sensible. Et vous reprenez les pressions adaptées sur la partie inférieure du trajet du méridien. Votre main va prendre le relais au niveau du genou et vous allez continuer la ligne d'énergie au niveau de la jambe. Là également, après le repérage initial du travail de la paume, vous allez venir placer votre pouce sous le genou sans appuyer sur le premier point, mais en commençant les pressions en dessous de ce niveau. Cet enchaînement de la face externe de la jambe et de la face postérieure qui va suivre est utile en cas de jambes lourdes, ce qui est souvent le cas du fait du surpoids du bébé. Puis vous allez venir continuer cette ligne d'énergie au niveau du pied en direction du bord externe du deuxième orteil jusqu'à l'extrémité du méridien de la vésicule biliaire. Vous allez ensuite venir stimuler la face postérieure de la jambe avec le pouce en vous adaptant au niveau de pression de la personne et à sa respiration. Lorsque vous arrivez au milieu des muscles jumeaux, vous passez au bord externe du tendon d'Achille, car le méridien de la vessie fait un petit décrochage à ce niveau-là. Au moment de l'accouchement, mais pas avant, vous pourrez rajouter une pression au niveau du dernier point du cinquième orteil, voire le frotter, voire le pincer, pour favoriser, faciliter l'accouchement. Puis vous allez faire des brossages énergétiques au niveau de la jambe et de la cuisse et de l'ensemble du corps. Et venir ensuite faire quelques pressions au niveau de la jambe allongée sur sa face interne. Faites des pressions au niveau de l'énergie des méridiens du foie et du rein. Vous prenez le relais au niveau du genou et vous continuez au niveau de la jambe proprement dite. Et l'enchaînement va continuer jusqu'au niveau du pied. En suivant jusqu'au bord interne, au bord externe, pardon, du méridien du foie, au niveau du gros orteil. Puis vous allez brosser de nouveau cette jambe et l'ensemble du corps. Pour le cas où il s'agit de la phase finale de la grossesse, lors de l'accouchement, il est possible de venir travailler spécifiquement sur le point 6 rate pancréas qui se trouve 4 travers de doigts au-dessus de la malléole interne. Donc là, je ne le presse pas, mais au moment de l'accouchement, il est possible de venir le presser fortement pour faciliter l'accouchement, en le combinant aux 67 vessies qu'on a vues précédemment. C'est un point qu'on retrouve facilement en remontant un petit peu et en redescendant, on tombe dans une petite cupule énergétique, comme un petit cratère.
C'est un point à ne pas faire pendant le début de la grossesse, notamment les 3 ou 4 premiers mois, mais qui peut être fait à partir du 6e mois, et bien entendu, surtout au niveau au moment de l'accouchement. Et après, vous restez quelques instants, connecté par la respiration, à méditer avec la patiente ou la future maman. Ici, il s'agit du papa du bébé qui donne le shiatsu prénatal. Ensuite, vous demandez à la future maman de se retourner sur l'autre côté et vous reprenez le même enchaînement sur le côté droit. Dans les dernières semaines qui précèdent l'accouchement, et bien entendu au moment de l'accouchement proprement dit, vous allez pouvoir préparer cet accouchement, donc le travail, en faisant des pressions avec les pouces sur les trous sacrés, de part et d'autre de la médiane, fortement sur l'expiration, et lors de l'accouchement proprement dit, vous pourrez renforcer ce travail avec des pressions des jointures et s'il le faut même, de la pointe du coude en cas de douleur antérieure. En positionnant, bien entendu, si l'équipe soignante est d'accord, quelques instants, la maman en position latérale, pour avoir accès donc aux 4 trous sacrés, d'un côté, puis ensuite de l'autre. Nous allons vous montrer maintenant quelques mouvements en position allongée sur le dos, jambes pliées. Vous tournez délicatement la tête de la maman sur le côté et avec le bout des doigts, la pulpe des doigts, vous commencez à descendre sur l'expire avec des pressions douces sur le côté du cou. Jusqu'à la base du cou. Vous pouvez bien entendu répéter plusieurs fois cet enchaînement. Et dans un second temps, vous allez venir travailler spécifiquement avec le pouce. Également sur le côté du cou. En suivant la respiration de la patiente. Vous repositionnez vos mains autour de l'oreille et délicatement, vous tournez la tête de l'autre côté pour recommencer le même enchaînement. À la fin des deux côtés, vous allez faire un étirement vers l'épaule, puis vers l'autre épaule. En allant un petit peu plus loin à chaque fois, en soutenant bien la tête derrière les mastoïdes. Et pour terminer, vous ramenez la tête dans l'axe en allant juste en deçà de la résistance, sans forcer bien entendu. Puis vous allez venir placer une main sous le cou, presser le cou comme ceci, puis inverser la position des mains sous la tête et sous le cou et presser de l'autre côté. Vous posez délicatement la tête en la soutenant sous l'occiput, le pouce et l'index de part et d'autre de la colonne vertébrale, et vous venez presser avec vos 4 doigts, l'auriculaire et l'annulaire, l'index et le majeur, de part et d'autre du nez, en étirant légèrement vers le haut. Vous allez dégager en douceur vos mains, reposer la tête sur le coussin et venir imposer les mains délicatement sur le haut du crâne. Ces petits mouvements, qui peuvent être faits après la séance en position latérale,
ont pour but de prévenir les céphalées, les migraines, les cervicalgies, et peuvent même avoir une action sur les lombalgies et l'insomnie. Et délicatement, sur une inspire, vous allez quitter le contact en restant connecté par la respiration avec la maman ou la patiente. Nous allons voir maintenant le shiatsu prénatal en position assise. La sage-femme, ou le praticien, ou le papa du bébé se place derrière la maman et vient poser ses mains sur les trapèzes à la surface supérieure des épaules. Et avec l'expire, fait une pression modérée vers la terre, vers le sol. En se déplaçant légèrement vers l'extérieur à chaque expire. Puis, vous venez soutenir l'épaule et faire un mouvement de rotation de l'épaule vers l'avant, comme ceci, pour tester le niveau de relaxation. Et vous venez placer le bras sur l'aine, comme ceci, pour venir travailler au niveau du cou, en commençant derrière la mastoïde, l'os qui est derrière l'oreille. Il est important de maintenir l'épaule en même temps que le pouce presse sur les muscles du cou, en suivant toujours le rythme respiratoire de la personne, les pressions s'adaptant à la demande pendant la durée de l'expire. Il est possible de faire plusieurs passages sur la même ligne d'énergie. Puis, de nouveau, vous faites une rotation de l'épaule et du bras pour venir placer maintenant la main dans le dos, comme ceci. Maintenir l'épaule et venir presser au bord interne de l'omoplate avec le pouce. Et vous suivez ensuite en direction des muscles paravertébraux. Jusqu'au niveau du bassin. Là également, il est possible de faire plusieurs passages sur la même ligne d'énergie et vous reprenez le bras en rotation pour enchaîner ensuite avec une rotation simultanée des deux bras et un étirement de l'ensemble du dos en soutenant la colonne vertébrale avec l'intérieur de votre jambe. Vous demandez une inspiration profonde et avec l'expire, vous étirez les bras vers le haut et la colonne vertébrale. Vous relâchez avec l'inspire, vous reprenez la rotation du bras de l'autre côté et vous venez poser le bras dans la même position symétrique qu'au début de l'enchaînement pour reprendre à ce moment-là le même enchaînement de l'autre côté. Quand vous avez terminé les deux côtés, vous reprenez l'enchaînement de la rotation du bras pour venir de nouveau
combiner une rotation des deux bras et une dernière fois faire un étirement avec l'autre jambe cette fois-ci, du dos et des bras. Vous demandez une inspiration profonde et avec l'expire, vous étirez en soutenant la colonne avec votre jambe. Relâchant sur l'inspire, faisant une rotation simultanée, posant les bras et venant méditer quelques instants derrière la maman ou la patiente. En restant toujours branché dans sa respiration, en osmose. Après le travail du pouce sur le côté extérieur du cou, en cas de nausée ou de cervicalgie, douleur au niveau du cou, vous pouvez également utiliser dans ce cas l'avant-bras qui va venir faire une pression avec le plat de l'avant-bras sur le même trajet. Sur l'expire toujours. Vous demandez une inspiration profonde et sur l'expire, vous étirez l'épaule et vous pressez avec le coude et le plat de l'avant-bras sur le côté du cou. Et bien entendu, cette manœuvre pourra être répétée et voire même, vous pouvez à la demande rester longtemps sur un point qui serait particulièrement douloureux. Inspirez profondément et avec l'expire, vous maintenez une pression longue dans ce cas jusqu'à temps que la personne inspire. Et vous reprenez le refrain de la rotation de l'épaule et du bras. À la fin de l'enchaînement, lorsque vous avez terminé les deux côtés, vous pouvez également faire une rotation de la tête en demandant à la personne d'inspirer profondément, en soutenant l'occiput avec le pouce et l'index et en maintenant le front avec la paume. La personne inspire lorsque la tête remonte vers le ciel, elle expire lorsque la tête redescend vers la terre. 3 fois dans un sens, puis 3 fois dans l'autre sens. Et pour terminer, vous demandez à la personne de se redresser sur l'inspire. Et avec l'expire, vous la maintenez dans la posture et elle descend de tout son poids, ce qui provoque un étirement à la demande des vertèbres du cou et également du dos. Et sur l'inspire, vous relâchez tout doucement pour venir vous placer derrière la personne et méditer quelques instants avec elle.